minérales, minières qui le regorgent. Cela, effectivement, nous pousse à réfléchir sur les voies et moyens susceptibles de nous conduire vers les bases qui serviront à une réforme dynamique. Les différents interlocuteurs en ont parlé, je n'aimerais plus y revenir. Cependant, j'aurais souhaité vous dire une chose. Vous pouvez copier le modèle réussi de pays développés en Europe, en Amérique et partout, en Afrique aussi, et venir les implémenter dans notre pays, la RDC. Je ne suis pas si défaitiste, mais je ne vois pas les résultats escomptés. Puisque vous oubliez un facteur très important. Vous avez parlé de l'homme. L'acteur, l'artisan de la réforme, c'est l'homme. Quel rôle doit-il jouer dans cette réforme? C'est là où j'aimerais poser les diagnostics de mon état des lieux. Et c'est à dessein. Je prendrai ici 3 petites anecdotes pour introduire cette problématique. Avant de venir ici, j'ai interrogé par hasard un certain nombre. Ah oui, oui, si, par ici. Au milieu. Alors, voyez, regardez d'abord cette image d'une famille en train de déjeuner ou de dîner. Il y a 5 personnes pour 5 couverts qui ont été préparés. Mais il y a une jeune fille, je ne dirais pas la cadette de la famille ou quoi, qui supplie son papa en disant « Mais papa, vous avez oublié un invité de marque ici. Nous devons manger à 6 et pas à 5. » Et le papa demandait qui serait cet invité de marque. L'enfant dit, mais c'est lui qui nous garde jour et nuit. C'est lui qui nous permet d'être ici. C'est lui qui vous a permis d'avoir le travail. Papa dit, ah, le bon Dieu m'a donné le travail. Vous pensez au bon Dieu? Et l'enfant d'ajouter, non, nous avons déjà prié le bon Dieu pour bénir le repas. Nous lui avons dit, la prière est à vous et le repas est à nous. Et dans la prière même on a ajouté, il faut penser à ceux qui n'en ont pas. L'enfant n'était pas satisfaite. Et à elle d'enchérir, mais quand vous fermez la porte à clé, c'est parce que vous avez peur. Prends ça. Vous allez diriger. Quand vous fermez la porte à clé, c'est parce que vous avez peur. Même avec la présence de la clé ou d'une porte blindée, les bandits sont capables de s'infiltrer dans la maison et défoncer la porte. Et si nous devons notre vie, nous la devons par contre à quelqu'un qu'on ne peut pas oublier, c'est l'État. C'est l'enfant qui donne cette leçon à son papa. C'est l'État qui paye le militaire qui nous garde, les policiers. C'est l'État qui construit des écoles pour nous. C'est l'État qui construit les routes, les hôpitaux. Papa, vous fêtez chaque fois l'anniversaire de chacun ici, des membres de famille. Jamais vous avez fêté l'anniversaire de l'État. Peut-on lui offrir un gâteau aujourd'hui? Parce que c'est grâce à lui que nous sommes là. Cet enfant administrait une leçon à ses parents sur le rôle de l'État et la nécessité de lui donner des moyens, de le faire nourrir pour qu'il puisse continuer à exercer ses missions régaliennes. La notion de l'impôt proviendra d'une jeune fille de rien du tout,
alors que les adultes sont là, semblent lésiner et résister pour payer leurs impôts. Et pour preuve, quand j'ai interrogé 3000 agents publics de l'État, avec des questions banales, vous le verrez, et la question c'était d'où provient l'argent que l'État vous paye comme salaire. Vous savez, regardez vous-même les réponses qu'ils vont donner. Sur 3000 personnes, vous avez là 72% prétendent que ça vient de la banque parce qu'on fabrique de l'argent dans les banques. 70% d'agents fonctionnaires de l'État, de notre administration. La différence, vous la voyez, 20% vont dire ça provient de la vente des produits miniers et 10% seulement diront que ça provient des impôts. C'est pour vous dire, à partir de cette lumière, la lumière qui nous apporte la question, que les Congolais, je m'excuse, moi y compris, nous n'avons pas la culture de l'impôt. Nous avons, il est vrai, appris les mots et merveilles sur la corruption avec l'époque coloniale. Au point où l'homme, quand il lui parle de l'impôt, c'est comme si on lui enlevait sa liberté, son indépendance. L'impôt est assimilé à une corvée, à une contrainte que l'homme congolais est appelé à esquiver chaque fois. Deuxième exemple, de la même nature. Nous avons que représente pour vous, professeur, s'il vous plaît, 10 minutes. Je termine avec les questions seulement. Parce que je pensais, moi, que le civisme fiscal, on y arrive. vous nous dites ce que c'est. C'est la réponse. Honorable. On arrive, honorable. Je suis un pédagogue. Il faut la motivation. Il faut montrer l'origine du civisme fiscal. C'est là où j'en suis. Honorable, avec tout le respect, je termine et j'atterris. Alors, je peux même sauter la deuxième question ici parce que ça importe peu. Alors, le civisme fiscal, on ne peut pas le définir d'une manière théorique. C'est à partir des cas vécus que les gens vont dégager la définition du civisme fiscal. Civisme, c'est un État. Il suffit de dire un État d'un citoyen respectueux des normes, des règles, des lois de son pays, attaché à son territoire. Je ne vous ai rien dit. Parce que la plupart des Congolais ne comprennent pas le sens d'attachement à la patrie. La notion du patriotisme, la notion de la nation échappe au contrôle de la plupart des citoyens congolais. Voilà pourquoi est-ce que j'ai fui les sentiers bâtis académiques de définition. Et moi je dirais l'exemple le plus frappant. Nous ne payons pas nos impôts, ça il faut l'avouer. Et la portion des personnes qui payent les impôts, ce sont la plupart du temps des expatriés, des hommes qui ont des entreprises. Ça c'est honteux pour un pays comme le nôtre, alors que nous savons que l'État a des charges auxquelles il doit faire face. Mais personne n'ose dire, moi je dois payer l'impôt parce que ça contribue à ma future vie, ça contribue à l'avenir de mes enfants, personne n'ose le faire. Alors je vous dirais, cette culture d'impôt ou de civisme fiscal est totalement absente au sein de notre administration. Et je prends un cas, et c'est par là que je vais chuter. Moi-même, je suis le produit de la réforme de l'administration publique. Pour qu'il y ait la réforme, les bailleurs ont exigé que la RDC puisse se doter d'un code de conduite de l'agent public et de l'État. On a rédigé le code, j'en suis le rédacteur principal, c'est publié, promulgué comme décret-loi, mais je peux vous dire aujourd'hui, 13 ans après cette réforme patauge, le code n'est pas entré dans notre administration, sauf dans quelques maisons rares
et je citerai les régies qui étaient ici à présence de moi. C'est la pratique. Je vous montrerai qu'est-ce que le civisme fiscal via la pratique. J'ai vu la DGDA, j'ai vu la DGI, j'ai vu la DGRAD. Je peux vous dire ceci, ces codes existent, nous les avons approchés, nous avons été même chez eux. Ces codes n'ont pas été acceptés. Or, vous ne pouvez pas entrer dans une réforme sans un fondement doctrinal. Non, ça c'est une réunion préparatoire. Demain, vous serez appelés à jeter les bases des fondements doctrinaux du système, de la réforme du système fiscal. Heureusement, Dieu merci, 13 ans après, seule la DGDA a suivi nos conseils, nous a pris en charge, nous avons navigué ensemble et vous voyez les résultats de la DGDA par rapport à d'autres régies financières. Voilà l'exemple vécu. Maintenant, la question de savoir pourquoi d'autres ne veulent pas s'approcher de nous. Nous sommes un observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle. Nous faisons peur. On ne veut pas nous avoir à ses côtés. Même les membres du gouvernement ont signé les actes d'engagement éthique. Même, je me souviens bien, parmi les modérateurs ici, parmi les intervenants d'hier, il y a des gens qui ont donné des leçons à l'État congolais. Trop de fils qui tuent, mais ils ne sont pas même en mesure de venir déclarer leurs avoirs auprès de notre institution. Ah oui, je vous l'ai dit, ils ont esquivé. Vous voyez le paradoxe de l'homme congolais dans tout ce qu'il entreprend comme démarche de réformiste. Ici, je vais maintenant vous dire qu'est-ce qui nous manque. Qu'est-ce qui nous manque pour diligenter cette réforme qui va mettre l'impôt, la culture de l'impôt au centre? Il nous manque ce qu'on appelle la conscience fiscale participative. Conscience fiscale participative. Vivre la fiscalité comme une obsession. Payer son impôt est une obsession. On ne peut pas dormir parce qu'on a pitié. Qu'est-ce que l'État va faire? On va détruire l'État. Il ne pourra pas répondre aux missions régaliennes qui lui sont imposées. Cette conscience fiscale participative s'érige comment? Professeur à partir d'abord, Ndambali, je termine. je vous laisse 2 Honorable. minutes. Fini. 2 minutes, merci. Elle se termine comment? Honorable, je chute. Par l'intégration des valeurs morales. Il y a la morale fiscale que vous devez découvrir. Il y a l'éthique fiscale. Il y a la déontologie fiscale. Il y a le professionnalisme fiscal. Et il y a, en fin de compte, ce qu'on appelle la justice sociale. La justice fiscale. Sans ce processus, aucune réforme, aucune recette ne sera majorée sur la balance de ce que vous utilisez comme balance d'observation. Donc, on n'a pas le temps. Je devais vous développer maintenant les rôles de la morale fiscale, les rôles de l'éthique fiscale, les rôles du professionnalisme fiscal. Mais comme on n'a pas de temps, on peut s'arrêter là. J'ai défini seulement qu'est-ce que l'éthique. Suivez ce que vous pouvez retenir pour la soirée. L'éthique représente ce que le sel est pour la nourriture. Si le sel a pour but de donner goût, la saveur aux aliments, c'est bien, vous avez trouvé. Mais il a un autre rôle très important, c'est de retarder la putréfaction, la décomposition des repas. Et quand l'éthique entre dans une organisation, l'organisation devient viable. Il y a le respect des normes, il y a le respect des procédures. Amenez tout ce que vous allez amener comme modèle à l'extérieur ou ici. Mais je vous dis, aussi longtemps que vous ne saurez pas transformer le mental de l'homme, aucune réforme ne réussira. Je vous remercie, l'honneur. Merci, professeur Mwendambali.
Maintenant, je passe la parole au bishop Abraham Djamba. Merci. Pas de souci. Allez-y, professeur. On avait prévu 15 minutes. Exact. Le professeur disait qu'on avait prévu 15 minutes pour nous, mais on nous en a